Pousser les limites de la matière précieuse. Oser. Les savoir-faire de la bijouterie-joaillerie française évoluent au gré des nouvelles technologies qui élargissent le champ des possibles. Le concours Les bijoux s'impriment en or met en lumière une de ces innovations, la fabrication additive à base de poudre de métal précieux. Ce qui a été décisif, c'est la surprise. Nous surprendre tant sur les dessins que sur l'exécution. Se pousser et se challenger à avoir des nouvelles idées, c'est ça aujourd'hui la créativité aussi, et ça on l'a salué. Ce concours, il a un double objectif. Le premier, c'est de créer de l'émulation, de l'envie, la compétition axée sur la création et d'illustrer les capacités de la fabrication additive en métal précieux. On a eu pas mal d'échanges avec les finalistes, bien sûr, pour affiner leur proposition créative et la transformer en produit. Et on a bien senti en interne, c'était aussi un objectif, ça mobilisait, ça aidait aussi à se projeter, à intégrer la technique. Ce qui nous intéressait, c'est de faire cette jonction entre des savoir-faire traditionnels et des technologies du futur. Le futur s'imprime déjà. À Besançon, la plateforme technique de France Éclat, le comité professionnel de développement des secteurs horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et art de la table accompagne les designers pour apprivoiser cette nouvelle façon de fabriquer des bijoux. La fabrication additive dont on parle aujourd'hui, c'est une technologie qui est récente, qui a commencé réellement il y a moins de 40 ans. Nous, au niveau de France Éclat, c'est un sujet sur lequel on s'est penché dès 2008 à peu près pour explorer les machines qui pouvaient fabriquer des pièces directement en métal précieux. On a historiquement la fabrication dite prototypage rapide qui permet de fabriquer des pièces en cire ou en résine qui vont être ensuite utilisées en fonte à cire perdue. Et plus récemment, la fabrication dont le procédé s'appelle fusion laser sur les poudres qui va permettre d'obtenir une pièce en bonne matière. En fait, quand on conçoit pour la fabrication additive, c'est une démarche intellectuelle assez différente de, je pense, la création pure, parce qu'on a des contraintes énormes de fabrication, d'orientation de la pièce dans la machine, et donc il faut vraiment l'envisager dès le départ. On travaille d'abord sur la mécanique avant l'esthétique, et après on intègre tout ça ensemble. Lorsqu'on reçoit un produit terminé par le designer, on reçoit un produit de CAO, de conception assistée par ordinateur, donc qui est complet, mais qui n'est pas prêt à être produit au niveau de la machine. On va préparer le fichier de manière à ce qu'il puisse être inséré dans la machine. Donc on voit ici par exemple le disque là, qui est la plateforme de construction, la pièce qui est posée à l'intérieur de la machine, et on va ajouter les éléments qu'on voit ici en bleu, qui sont des supports. Lors de la construction, tout ça sera fait en une seule étape. Les supports et la pièce seront réalisés en même temps, mais nous, on doit les préparer et les enregistrer de manière à l'envoyer vers la machine. Pour intégrer les contraintes très précises de la fabrication additive dans une esthétique, je pense qu'il faut vraiment commencer par développer des petits éléments, des détails de l'objet sur un mouvement. Par exemple, on veut un mouvement un peu novateur, quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Du fichier CAO au bijou final, c'est un long processus, un peu mystérieux, qui se déroule. On part d'un fichier 3D, qui est un volume, et on va venir le travailler de manière informatique pour obtenir un empilement de couches en 2 dimensions. L'objet qui est initialement complexe va devenir relativement simple puisqu'il sera interprété par la machine en une succession de couches en 2 dimensions. Je vais alimenter la machine en poudre de métaux précieux, c'est une poudre d'or 750 millième. Je vais ensuite lancer le processus au cours duquel la pièce va se produire puisqu'un faisceau laser va venir fusionner la matière. La poudre, initialement à l'état solide, va passer à l'état liquide et se solidifier pour obtenir un volume en 3 dimensions. La technologie nécessite l'utilisation de supports qui vont permettre de solidariser la pièce du plateau de construction. Sans ces supports, la pièce ne pourrait pas être construite. C'est ni plus ni moins qu'un échafaudage qui permettrait de soutenir l'ouvrage pour ne pas qu'il s'écroule. Les supports, ils sont réfléchis et déterminés au niveau de la partie CAO et ils sont nécessaires à la construction. Ensuite,
à la finition, nous, on doit les supprimer. Donc il y a toujours un compromis à trouver pour que ce soit efficace à la fabrication et du coup que ce soit facile à supprimer à la finition. La finition, c'est vraiment aussi une clé de la création de la fabrication additive. Il faut vraiment l'envisager dès le départ, sinon on se retrouve avec des surprises et le joaillier finalement aura un très bel objet mais il n'arrivera pas à atteindre la qualité qu'on attend dans la joaillerie actuellement. Donc là, le Bocfil, c'est vraiment un outil qu'on retrouve dans tous les ateliers et qui est utilisé par tous les bijoutiers. Et donc, ce qui reste d'or à la fois sur le plateau et à la fois sur la pièce, tous les supports, toutes les limailles de coupe, tout est remis dans un cycle où la matière va être réutilisée ensuite. L'un des challenges de la fabrication additive est d'aboutir à un niveau de finition, de brillance et d'éclat requis par les codes de la joaillerie française. Donc cette bague, comme tous les produits qui sortent de fabrication additive, ils ont un aspect brut qui est légèrement terne et sableux. Ce qu'on réalise habituellement, c'est un sablage où on va venir projeter des abrasifs sur la surface pour lisser cet aspect. Et après, on part sur des cycles d'ébrisage et de polissage avec les outils habituels des bijoutiers. Sur ce produit, on a respecté la volonté de la designer qui était d'avoir l'anneau central qui reste brut d'impression. Donc c'est un brut qu'on est venu quand même retravailler pour le rendre plus brillant. Et on a sur l'anneau extérieur une finition différente. Donc on a le polymiroir et on retrouve donc ici un contraste qui permet d'avoir les deux textures. L'état de surface d'un bijou en fabrication additive, il est fondamentalement très différent d'un bijou qui est issu d'une fonte traditionnelle. Donc il y a de la surprise, ça donne lieu à des échanges et on peut comme ça partager cette technologie au sein des ateliers. Le travail de finition, de sublimation du bijou, il sera toujours fait par des experts polisseurs qui vont faire les dernières étapes finales du bijou. Moi particulièrement, ce qui m'a le plus fasciné, c'est justement cette dextérité, alors qu'on est parfois, pour certains, au tout début de leur carrière, à maîtriser l'outil de la 3D pour proposer quelque chose qui soit vraiment émouvant dans la façon dont la maîtrise technique a été réalisée. J'aime cette approche un petit peu design, c'est-à-dire avoir des contraintes et jouer avec et essayer de rentrer dans les codes et s'en servir pour être finalement encore plus créatif. Ce bracelet Nova, il est né de l'étude et la recherche autour d'un motif. Et du coup, moi, j'ai dessiné un bracelet comme ça, en quelque sorte, qui est en orbite autour du poignet. Ce que j'ai voulu raconter autour de ma bague, c'était la complexité de l'univers qui est vraiment au-dessus de nous. Et ce petit tissu nébuleux qui s'entremêle, qui s'entrecroise et qui permet à la suite d'insérer quelque chose, une petite pièce, comme une petite étoile en fait. La plus grosse contrainte, c'est que je voulais que ce soit quelque chose qui ne soit pas fabricable par d'autres technologies. Et je voulais vraiment que ce soit un peu architectural. Et je voulais qu'il y ait des facettes. Je voulais en même temps que ce soit très sobre, épuré et en même temps complexe. Donc c'était la difficulté. Et en même temps, je voulais qu'il y ait un côté peut-être un peu plus masculin, un côté un peu plus féminin. Mon challenge personnel, en fait, c'était d'essayer d'aller le plus loin possible dans cette technologie. Dans ce bijou, il y a 156 pièces qui sont toutes articulées entre elles, avec des liaisons rotules. Voilà. Donc qui peuvent bouger dans plusieurs axes et qui permettent de l'adapter exactement au diamètre d'un poignet féminin, y compris avec une partie peut-être plus serrée à l'avant et plus large à l'arrière. J'ai pu faire un bracelet qui est composé de, je crois, 39 morceaux. Chaque morceau est différent des autres. Et là, ça ouvre toutes les possibilités de ce qui n'était pas possible jusqu'à là. Complémentaire des procédés traditionnels de la bijouterie, la fabrication additive est déjà entrée au Musée des Arts décoratifs à Paris. Un acte fort qui positionne cette innovation dans la droite ligne de l'histoire des arts décoratifs, des métiers d'art et des savoir-faire. Je suis passionnée de savoir-faire et moi, j'ai toujours eu une inquiétude par rapport à ce mode de production, à savoir, je me suis toujours dit, est-ce que ça remplacera l'artisan d'art qui est dans l'atelier? Eh bien, on me répond que non, c'est un geste qui est différent. Donc, quelque part, il y a une complémentarité. Et il faut qu'il y ait de l'innovation, il faut qu'il y ait du savoir-faire. C'est comme ça qu'on va faire perdurer ce qui fait l'image des métiers d'art français, à mon avis. Et le bijou, c'est vraiment le reflet de ces savoir-faire.
Aujourd'hui, cette technologie est mature, vous pouvez l'adopter. Cette technologie n'est pas là pour remplacer des technologies maîtrisées comme la fonte à cire perdue, le savoir-faire manuel qui peut exister, etc. Là, on vient renforcer le potentiel créatif des acteurs français de la bijouterie-joaillerie. On va également pouvoir créer des pièces creuses afin d'avoir des objets beaucoup plus légers et donc un coût réduit par rapport à une structure dense. Alors l'intérêt de la fabrication additive pour les métiers de la bijouterie et de la joaillerie, c'est vraiment de permettre de défricher de nouveaux territoires de design, d'expression. L'additif, la 3D, le print permet aux designers finalement de se représenter le bijou à toutes les échelles et donc de pouvoir se le représenter avec une finesse vraiment inégalée. En tant que fabricant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir rajouter une brique technologique dans nos moyens de production et de réaliser des pièces, par exemple une chaîne déjà assemblée, sortie de fabrication additive, qui permet de libérer de la capacité en bijouterie. Alors la fabrication additive, ce qu'elle apporte aux créatifs, un champ tout à fait nouveau, puisqu'il peut imaginer des bijoux qui soient absolument inconcevables de les réaliser avec la main ou avec les technologies antérieures. C'est l'innovation. Voilà, c'est le chemin de l'innovation. Demain, on peut avoir des pièces qui vont être ce que j'appellerais l'hyper-personnalisation. On peut imaginer scanner une partie du corps de la personne qui portera la création bijoutière et adapter vraiment la création à sa morphologie. Ça va accroître le côté hyper personnalisé et également sans doute le confort de porter. À l'avenir, on pourrait imaginer d'avoir des pièces produites en voire trimatériaux, c'est-à-dire des pièces qui présenteraient un cœur réalisé par exemple à partir de poudre d'argent qui serait recouverte d'une partie réalisée en poudre d'or. Cette technologie est essentielle en fait parce qu'un dessin c'est juste une idée. Et avec une idée, c'est le point de départ de tout. Mais de passer du fantasme à la réalité, il y a une multitude d'étapes intermédiaires et ces technologies nous aident définitivement de passer de l'imaginaire à la réalité en fait.